En France, chaque année, plus de 120 000 PMA sont tentés, qui aboutissent à environ 20 000 accouchements. Donc on peut considérer qu'une PMA sur 6 aboutit seulement à un accouchement, à une naissance, pas forcément viable. Donc, avant toute chose, qui peut bénéficier de la PMA? Donc il faut savoir que la PMA est un dispositif vraiment très sélectif et très exclusif, car elle exclut une bonne partie de la population. En effet, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels. Donc cela déjà exclut les femmes célibataires qui désirent avoir un enfant, et ça exclut également les couples homosexuels. Donc je continue dans la définition. Donc les couples hétérosexuels mariés ou vivant en concubinage depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire que les couples non mariés et ne vivant pas en concubinage depuis plus de 2 ans sont exclus de cette technique. Bien sûr, donc ce couple hétérosexuel, donc un homme et une femme, doivent être en âge de procréer. Donc là, ça limite les possibilités de grossesse tardive. Et ils doivent être tous les deux vivants pour pouvoir donner leur consentement au prélèvement des gamètes et à cette réalisation de PMA. Donc PMA pour procréation médicalement assistée, que l'on appelle également AMP, pour aide médicalisée à la procréation. Cela est d'autant plus restrictif dans le sens où les deux conjoints doivent être vivants au moment de la PMA. Ce qui veut dire que cela exclut toute naissance, toute grossesse posthume, par exemple, dans le cas où une femme souhaiterait se faire inséminer par le sperme de son conjoint décédé. Donc là, c'est encore une nouvelle problématique qui rentre aussi dans les questions de bioéthique actuelles. Pourquoi la PMA finalement? Pourquoi avoir recours à la PMA? Tout d'abord pour aider médicalement les couples où l'un ou l'autre ou les deux sont atteints d'infertilité. Donc le processus de PMA, je vous expliquerai dans une troisième partie. Mais en gros, quelles sont les législations en vigueur par rapport à la PMA? Donc depuis 1999, on a un protocole de PMA qui s'est pratiqué différemment avec la systématisation du diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire est un groupement de tests génétiques qui permet de déterminer le génome de l'enfant et de pouvoir dépister d'éventuelles maladies graves avant d'implanter l'embryon dans la mère. Voilà. Donc ce diagnostic préimplantatoire pose aussi des questions éthiques, car finalement, les embryons non sélectionnés peuvent être conservés, mais peuvent être aussi détruits. Ensuite, il y a une loi de 2004 qui légifère sur la possibilité d'avoir recours à la PMA pour concevoir un enfant appelé bébé médicament. Donc bébé médicament ou bébé du second espoir ou bébé de la seconde chance, il y a plusieurs termes. Les anglo-saxons appellent ça le sibling savior. Donc en fait, c'est un bébé qui va permettre de sauver son aîné, donc l'enfant aîné du couple, qui peut être atteint d'une maladie grave par exemple, et dont les cellules souches embryonnaires contenues dans le sang du cordon vont être utilisées, donc après la naissance, vont être utilisées pour sauver l'enfant aîné. Voilà. Donc bien sûr, c'est dans des cas très particuliers, notamment dans une maladie grave comme une leucémie. Ensuite, quelle législation? Donc le comité consultatif national d'éthique est très strict au niveau de la législation concernant la conservation des gamètes et des embryons. Ainsi, les embryons non implantés sont cryogénisés, sont cryoconservés, dans des CECOS, donc CECOS, CECOS, qui sont des centres d'études et de conservation des œufs et du sperme. Donc les embryons sont conservés pour une durée de 5 ans, et donc qui peuvent, donc au cours de ces 5 ans, qui peuvent faire l'objet d'une future tentative de PMA, par exemple pour la naissance d'un deuxième enfant. Et puis au bout de ces 5 ans, le protocole exige que ces embryons soient détruits. Donc encore une question de bioéthique soulevée par ce procédé, puisque finalement, où commence la vie? Finalement, l'embryon n'a-t-il pas le droit de vivre? Et finalement, c'est les mêmes questions aussi qui sont liées à l'avortement, par exemple. À quand commence la vie et avons-nous le droit de détruire la vie d'un embryon? Donc les mêmes problématiques d'éthique. Donc les techniques de PMA. Donc à savoir que la PMA est remboursée par l'assurance maladie à hauteur de 2 tentatives. Donc vous avez 2 tentatives qui sont prises en charge par la Sécu. Donc la PMA se décline en différentes techniques afin de traiter différents types d'infertilité. Le premier type, c'est le type le plus connu, c'est la FIV pour fécondation in vitro, aussi appelée FIVET pour fécondation in vitro et transfert d'embryon.
Donc dans la FIV, qu'on appelle aussi fabrication par bébé éprouvette, 3 embryons sont implantés chez la mère. Donc il faut savoir donc 3 embryons sont implantés chez la mère, donc fécondation in vitro, donc fécondation faite en laboratoire, avec le sperme du conjoint et les ovocytes prélevés chez la mère, enfin chez la femme. Et donc 3 embryons sont implantés dans l'espoir qu'au moins un puisse être mené à terme, en termes de grossesse. Quelques chiffres et quelques dates. Le premier bébé éprouvette a été fait. Le premier bébé éprouvette a été conçu in vitro, donc en Angleterre en 1978. Et pour la France, le premier bébé français, le bébé éprouvette français, est né en 1982. Donc c'est pour ça que le comité consultatif national d'éthique a été créé en 1983 pour justement légiférer sur cette innovation technologique. Les questions d'éthique, donc bien sûr, sont celles de la sélection de l'embryon et du principe de réduction embryonnaire en cas de grossesse multiple. Ce qui veut dire qu'une femme dont les 3 embryons sont restés au cours de la grossesse peut décider de mettre fin à une partie des embryons, justement pour éviter les complications liées à une grossesse multiple. Donc encore des questions d'éthique, c'est une sorte d'IVG partielle, on va dire. Donc il faut savoir quand même que la FIV, c'est à environ 65 000 procédés par technique de PMA par an. Donc avec un taux de réussite plutôt faible. Enfin, une autre technique qui est l'insémination artificielle, qui est une méthode beaucoup plus simple, qui a 15% de réussite, qui est quand même un taux assez bas, et qui contient 55% des tentatives de 55 000 tentatives de PMA par an. Donc 55 000 inséminations artificielles par an. Donc elle peut être de 2 types. Ce qu'on appelle les IAC, donc c'est intraconjugal, donc ça veut dire que l'insémination artificielle se fait avec le sperme du conjoint, ou alors peut être une IAD, donc avec un donneur. Donc après il y a toute la question éthique, notamment concernant la gratuité et l'anonymat des dons notamment de sperme ou des dons d'embryons. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une loi en France qui a été votée en 1989, qui est la Convention des droits de l'enfant, qui autorise l'enfant à avoir connaissance de ses origines et à connaître ses parents. Et finalement, si le donneur a la garantie d'avoir un anonymat dans son don, finalement, est-ce que ce n'est pas un petit peu opposer 2 lois entre elles, finalement. Donc l'anonymat et la gratuité des dons, donc faire finalement que le gamète ne soit pas un produit commercial comme c'est dans le cas dans certains pays où on peut acheter des gamètes. Là, c'est vraiment un don qui est gratuit. Et aussi les cas, on va dire, plus particuliers, par exemple, liés à un divorce, par exemple. Si un projet d'insémination artificielle a eu lieu au cours d'un mariage et qu'il y a un divorce, quelle est la légitimité de cette démarche, finalement. Et en cas de décès du conjoint, à l'heure actuelle, une femme ne peut pas se faire inséminer le sperme de son conjoint post-mortem, enfin post-mortem pour le conjoint évidemment, et donc ça pose encore d'autres problématiques. Donc j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur ce domaine. Dans tous les cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la GPA, donc gestation pour autrui, qui a quand même des similitudes avec la PMA, même si ce n'est pas, à proprement parler, une PMA, ou ça peut être l'issue d'une PMA. Bref, je vous retrouve tout de suite pour une vidéo sur la GPA.